Voilà, normalement, vous m'entendez, hein, si je ne me trompe pas. Ok, donc on va commencer. Bienvenue à tous. Donc, nous sommes 68 présents pour cet échange avec EIM bellement représenté par Florent Chaput. Bienvenue à tous. L'ordre du jour de cette heure et quart que nous allons passer ensemble va se dérouler ainsi. Je vais vous présenter, je vais vous faire une petite page de pub là, en 2 minutes vous présenter rapidement le cercle. Je vous passerai ensuite transférer un sondage qui nous permettra en 3-4 questions et qui permettra à Florent de mieux savoir qui sont les personnes qui sont présentes aujourd'hui, quels sont leur niveau d'expérience vis-à-vis du management de transition, quelle est la part des primo-accédants ou des managers de transition aguerris. Ensuite, Florent nous présentera EIM, son organisation, ses spécificités et interviendra sur justement pour les débutants en management de transition, comment se préparer, comment se mettre en condition pour faire du management de transition, comment décrocher sa première mission et comment la réussir. Florent nous le rappellera certainement, mais il me disait l'autre jour que l'an dernier, 50% des missions travaillées par EIM avaient été confiées à des primo-accédants, des personnes qui n'avaient jamais fait de mission. Après cette intervention de Florent, on fera un jeu de questions-réponses, bien sûr, hein, sur tous les sujets qui vous intéresseront. Et puis, on terminera cette soirée vers 19h45, en tout cas avant 20h. Voilà. D'un point de vue technique, mettez et posez vos questions dans le chat. Olivier Duquesne est avec nous pour les relayer s'il y en avait trop, mais on va essayer de vous passer aussi la parole de façon à ce que vous puissiez, de façon ramassée, courte et précise, poser vos questions vous-même, évidemment. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer, si ça vous va, par présenter rapidement le cercle à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je passe pour le coup sur le partage d'écran qui ne m'affiche plus. Ça, c'est embêtant. Ah ben non, c'est là. Voilà, qui va me mettre ici. Normalement, vous avez à l'écran, si je ne me trompe pas, le slide d'accueil du site du cercle. Le cercle, c'est un site, un endroit où est concentré l'essentiel de l'information sur le management de transition et qui permet aux managers de transition débutants, juniors ou aguerris de trouver des services pour, vous le voyez, trouver une mission, partager, réseauter, se former, s'informer et gagner en visibilité. C'est aussi un espace de travail, comme vous le voyez là, pour les personnes qui s'abonnent au service du site avec une… Tiens, je crois que c'est ici que je peux prendre la main avec ma souris. Je l'ai trouvé. Voilà. Donc, normalement, vous devez pouvoir la visionner, mais avec donc 24 services réservés aux abonnés, dont 3 qui sont nouveaux, qui ont été mis en ligne ces derniers jours et ce matin pour 2 d'entre eux. Je ne peux pas ne pas les citer. C'est l'ensemble des chaînes YouTube des EMT, hein, des cabinets de management de transition, qui sont rassemblés sur une page et vous permettent de visionner l'ensemble des vidéos mises en ligne par les cabinets. Les cabinets UK d'ailleurs, dont Olivier m'avait passé le lien, sont désormais en ligne depuis tout à l'heure et sont accessibles aux abonnés qui peuvent contacter les EMT basés au Royaume-Uni, hein, les 25 top interim cabinets. Et puis surtout aussi, voilà, un onglet que j'ai appelé Ovocyte. Ovocyte, pourquoi? Parce que
j'ai sollicité il y a quelques jours les abonnés au cercle pour qu'ils me transmettent les liens vers leur site internet qu'ils ont créé. Il y en a une quinzaine. Et je trouve intéressant qu'on les mette en ligne et que les autres managers de transition voient un peu ce qui peut être fait en termes de visibilité. Voilà, et que les autres managers de transition eh bien, se mettent en relation avec ces 12 ou ces 15-là pour avoir plus d'informations sur la façon de créer un site. Euh, voilà d'ailleurs la page YouTube mise à disposition depuis quelques jours avec les cabinets qui ont une chaîne YouTube. Hein, tout le monde ne l'a pas. EIM en a une. Et voilà les sites internet des 12 ou 15 managers de transition qui sont accessibles également en ligne pour les abonnés, bien sûr. Voilà simplement les trois services principaux comment dire, les trois services les plus prisés sont l'annuaire des cabinets des entreprises de management de transition. Hein, vous avez 79 EMT qui sont ici référencés. Vous avez aussi l'annuaire des partners, des associés ou des talent managers de ces fameux cabinets. À l'écran, ceux qui appartiennent à EIM, évidemment. Hein, je ne pouvais pas en mettre d'autres aujourd'hui. Et puis aussi, le troisième service qui est le plus prisé, ce sont les offres de mission qui sont publiées sur Internet. Il y en a 15 à 20% qui sont publiées sur Internet. Et les abonnés au cercle eh bien, n'en loupent pas une, puisque tous les matins, elles sont mises à leur disposition par lot de 4 pour une mauvaise journée à 20 pour une bonne journée. Voilà, j'arrête ce partage d'écran. Voilà pour une rapide présentation du cercle. Peut-être qu'avant que Florent n'intervienne, je vous envoie un petit sondage allez, qui est en ligne, qui est accessible depuis votre écran, qui vous permet de nous dire euh, combien de missions vous avez déjà réalisées. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la réponse qui va bien. Vous l'avez à l'écran, ce sondage? OK. Euh, en question suivante, vous verrez, il y a comment trouvez-vous habituellement vos missions? Plutôt par les EMT, plutôt par vos réseaux ou en direct? Êtes-vous référencé ou pas chez EIM? Et puis une question que j'aime bien, Florent posait chaque fois, c'est comment qualifiez-vous votre expérience client vécue chez EIM? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est voilà, est-ce que vous pouvez la qualifier entre 1 à 5 étoiles? Et puis, bien sûr, certaines ne sont pas concernées parce que ne sont pas référencées ou n'ont pas encore approché EIM, ce qui ne manquera pas d'être fait dans les jours qui viennent. Voilà. Je, laisse, euh, je vous laisse répondre encore quelques, quelques secondes à à ce sondage et puis j'afficherai les réponses. Voilà, vous êtes 56 sur 77 à avoir répondu pour l'instant. 59, allez, à 60, on arrête là. Tout le monde y est. Tout le monde a répondu, ou presque. Allez, je mets fin au vote. Vous êtes 61 à avoir répondu et je partage les résultats que vous avez normalement à l'écran. Donc, combien de missions avez-vous déjà réalisées? On voit, Florent, qu'on a devant nous un auditoire qui est, euh, oui, plutôt, on le voit avec une mission ou plus, hein, bien sûr. Certains se renseignent hein, et d'autres débutent. On en a 15 là qui vont débuter dans cette activité. Mais globalement, un auditoire plutôt déjà manager de transition. Ensuite, comment trouvez-vous vos missions? Eh bien, plutôt, enfin, de façon très variée en fait. Il n'y a pas de, il y a rien qui ressort particulièrement. En majorité grâce à mes réseaux ou en majorité grâce à, voilà, c'est moitié-moitié, j'ai l'impression, entre la sollicitation des EMT et en direct ou via ces réseaux. Êtes-vous référencé chez EIM? Oui pour 48%, non pour 48%. Ben voilà.
moitié-moitié. Écoutez, c'est très bien. Et comment qualifiez-vous votre expérience client globale vécue chez EIM, hein, euh, de la première prise de contact au bouclage de la 10e mission fait avec EIM? Eh bien, globalement, le ressenti est plutôt bon, hein, je pense. Florent, on regarde 4 étoiles, 13%, 3, enfin voilà, allez, on voit bien sur l'avancée des, du nombre d'étoiles. Là, c'est plutôt 4 ou 3. Voilà, il y en a un qui est très bien et un qui est à revoir. Ben, ça, voilà. Et puis une majorité qui est non concernée puisque n'a pas encore fait de management de transition ou en a fait mais n'a pas encore contacté UIM. Allez, j'arrête le partage d'écran. Voilà, écoutez, voilà pour la mise en condition, je dirais. On peut peut-être passer la parole donc du coup à Florent qui va nous présenter EIM, son organisation et la façon de travailler de cette EMT qui est quand même la deuxième en France, hein, derrière Valtus, et qui a une extension internationale qui est assez spécifique puisqu'en propre. Florent va nous le dire, je pense. Et puis, après cette présentation, eh bien, en effet, échanger avec Florent sur la façon pour les primo-accédants eh bien, de se préparer à ce métier, de décrocher une première mission. C'est la plus importante, on le sait, hein, et puis de réussir ensuite cette première mission pour bien sûr pouvoir en faire d'autres. Voilà, Florent, je te laisse la parole et n'hésitez pas tout le monde à mettre des questions dans le chat, bien entendu. Merci François et bravo pour le cercle. C'est très riche, c'est très complet et j'ai pu tester un petit peu et je suis Merci. assez impressionné de l'exhaustivité et de la qualité des informations. Donc bravo pour ça. Et merci pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci pour ce sondage aussi parce que donc, en fait, je m'adresse aux 2 tiers à des personnes qui ont déjà fait une mission ou deux. Donc, réussir sa première mission, ça risque d'être un petit peu ça, c'est moins pertinent pour vous. Cela dit, ça vous permettra peut-être juste de voir si vous êtes, si vous faites exactement les choses de façon canonique ou pas. Et puis, ça m'intéressera d'avoir vos retours pour savoir si ce que je raconte est complètement stupide ou au contraire peut correspondre à quelque chose. Je, je m'y expose. Par ailleurs, je vois, alors, le sondage, en fait, moi, ne me satisfait pas tellement parce que, premièrement, je vois qu'il y a 50% d'entre vous qui ne sont pas référencés chez EIM, ce qui veut dire qu'on n'a pas bien fait notre boulot, puisque voilà, ou qu'il y a d'autres éléments. Donc, en tout cas, je ne le prends pas comme un point de référence. Et puis, je voyais globalement des 4, mais aussi des 3. Et ça aussi, j'aimerais bien comprendre parce on est là pour s'améliorer. J'ai tendance enfin, j'ai coutume de dire que les managers sont nos ressources et vous êtes nos ressources. Et c'est grâce à vous qu'on gagne des missions. Donc, si vous n'êtes pas content ou si vous êtes content, c'est important pour moi. Donc, je suis preneur de tout commentaire dans le chat parce qu'on a tous besoin de s'améliorer et nous aussi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du marché parce que apparemment ça a été déjà traité. Donc, je ne vais pas vous balancer des camemberts non plus sur les pourcentages de missions et les stades de la fédération parce que je pense que ça a été abordé précédemment par d'autres cabinets. Je ne vais pas non plus vous parler des différents acteurs et de la consolidation potentielle du marché parce que je comprends que ça a été aussi abordé dans un sujet précédent. Donc, je vais vraiment vous parler de ce sujet de réussir une première mission. Et pour certains, ça sera peut-être des conseils qui vous semblent évidents. Pour d'autres, ça peut être enrichissant. Un premier point, c'est que, et donc, François m'a demandé de présenter UIM. Alors, d'habitude, je le présente plutôt en dernier, mais il m'a demandé de le faire maintenant. Donc, je vais partager mon C'est comme écran tu veux, pour que Florent, hein, c'est comme tu veux. non, non, mais très bien. Alors, EIM, déjà, je ne sais pas si vous voyez mon écran à ce stade, mais c'est une équipe en France. Alors, je vais le faire dans l'ordre. EIM, c'est déjà une entreprise qui est pionnière du métier. On a créé, enfin, c'est Egon Zehnder qui a créé EIM en 1989. Pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième qui est arrivé sur le marché, c'est Valtus qui est arrivé en 2003, donc 15 ans plus tard. Donc pendant 15 ans, EIM a été le seul du marché à aller voir des clients et leur expliquer ce qu'était le management de transition. On a créé le mot management de transition. Et EIM, ça veut dire Executive Interim Management, et c'est le terme anglais
utiliser aujourd'hui le terme générique. Donc, on a 32 ans d'expérience, on a 25 pays dans 25, on est présent dans 25 villes et 20 pays. On a 30 000 managers de transition dans le monde entier. On en a 8 000 en France. On a fait, comme globalement le marché, 20% de croissance chaque année, et on est une cinquantaine de consultants. Ce qui fait, nous, en fait, on est le leader en Europe devant d'autres cabinets français. On est le seul cabinet en fait international, puisque à la différence d'autres cabinets qui ont un réseau, nous, c'est nos propres, enfin, c'est un réseau en propre. On est 15 partenaires à posséder EIM et on est 4 en France parmi les partenaires. Donc, il y a 11 partenaires qui sont dans d'autres pays et on partage tous les bénéfices à la fin de l'année, tous ensemble, et dans une logique assez colcosienne, ce qui veut dire qu'on collabore pas mal. Voilà, je n'aime pas trop parler de nous, je vais surtout vous présenter l'équipe en France. Donc, vous reconnaissez de gauche à droite Thierry Fournier, Thierry Fournier, votre serviteur, donc Florent Chaput, Hervé Gastinel, qui a été partenaire et surtout qui était senior advisor pendant 4 mois avant de reprendre la présidence du groupe Ponant il y a quelques semaines, et qui reste senior advisor, Guillemette Payen, que vous voyez ici, Thierry Tomazoff à côté, Sophie Quemin-Châtelain encore, et Olivier Lemal, qui a été pendant très longtemps le patron du bureau de Paris, et qui est encore avec nous, même s'il n'est plus le patron du bureau de Paris. Et en tout cas, c'est une superbe équipe. Et on a accueilli depuis peu de temps François Feugier, qui est un ancien, un pro de l'industrie. Et on a accueilli par ailleurs Patrick Bertrand, qui est un ancien entrepreneur social qui a créé une grosse association et qui vient de céder la présidence et qui nous a rejoint aussi comme associé. Donc l'équipe évolue beaucoup. Et comme ça, vous avez quelques têtes pour savoir qui on est. Ça, c'est le bureau donc, parisien. Donc, pourquoi alors, j'hésite à aller assez vite sur cette slide, mais je vais quand même vous dire pourquoi nos clients nous font appel au management de transition. Parfois, quand ils ont des sujets de staffing, on le sait, donc un trou dans la raquette, ils sont en attente d'un recrutement, ou bien un fonds se dit je vais peut-être acquérir une boîte, j'ai besoin de trouver le DG pour si jamais je gagne. Donc ça, ils font signe au management de transition. Il y a aussi quand il y a des projets ou des situations, donc des projets à lancer rapidement. Enfin, encore une fois, 2 tiers d'entre vous ont déjà vécu des missions de management de transition, donc vous voyez très bien de quoi on parle, mais c'est plus... On est coupé. Vous l'entendez encore là? On a été coupé. Ah, ah oui, attendez. Non, vous m'entendez? Oui, c'est bon, maintenant c'est bon. Ouais, parce que je suis en partage. Mais on a été coupé pendant 2 minutes à peu près. Donc, en gros, pour gérer les projets et les situations, retenez ça, que ce soit, c'est aussi en implémentation de missions de conseil, pour accompagner les projets structurants ou parce qu'il y a une crise soudaine. Il y a aussi d'autres situations de management, par exemple, et on a ça de plus en plus souvent, quand un dirigeant ou un actionnaire veut avoir un regard extérieur, soit pour apporter une expertise sectorielle, soit pour aller coacher un dirigeant. On peut avoir des missions de management de transition. On peut avoir des sujets spécifiques pour changer le management. Et j'ai le cas actuellement dans une entreprise qui est en mode scale-up et ils savent que les dirigeants actuels qui étaient les fondateurs ne sont pas au niveau pour passer à l'échelle et donc ils ont besoin d'un dirigeant pour les seconder puis éventuellement les remplacer. Et puis, les clients font appel à nous en France ou dans le monde entier. Je vais un peu passer sur le management de transition, mais vous savez tous qu'on fait appel au management de transition pour sa rapidité, pour sa flexibilité. On fait appel au cabinet de management de transition parce qu'ils sont la plupart du temps en success fee. Donc, les clients nous font signe la plupart du temps parce que aussi ça leur coûte rien, ils prennent pas un grand risque. Et nous, c'est une façon aussi de travailler avec eux leur brief. Ils font signe au management de transition parce qu'ils n'ont pas l'expertise en interne. Et ça, c'est un point très important parce qu'il sera structurant pour la suite pour réussir sa première mission. L'important, c'est l'expertise qu'on apporte aux clients. Et c'est vraiment celle-là dont vous devez être très conscient parce que souvent, c'est ce que les entreprises achètent. Elles achètent une expertise, c'est-à-dire une expérience répétée sur un sujet. Ce n'est pas le côté expert livresque, c'est le côté expert opérationnel d'un sujet donné.
donc de M&A, de transfert digital, de RP, que sais-je. Et puis, parfois, ils ont besoin d'un manager de projet parce que juste, ils n'ont pas cette expertise en interne ou alors ils n'ont pas la bande passante. Je dis souvent que le management de transition, c'est de la bande passante experte. C'est soit on se focalise sur l'expertise, soit sur la bande passante, soit les deux. Mais en tout cas, quand un manager de transition prend une première mission, il est là pour apporter de la bande passante. Donc, à la différence du conseil, il n'est pas là pour en prendre. Parce qu'on sait que les missions de conseil, vous en avez tous vécu, c'est des consultants qui arrivent pour délivrer une recommandation. Pour ça, ils ont besoin beaucoup des équipes internes pour leur fournir des informations, etc. Le manager de transition, il ne doit pas faire ça. Il doit justement apporter de la bande passante, donc décharger le client d'un maximum de choses, d'un maximum de son temps. Et c'est pour ça qu'il apporte de la bande passante. C'est une différence de posture qui est importante à avoir en tête. Et puis, donc, il apporte de la bande passante et de l'expertise parce que le sujet que l'entreprise rencontre, il l'a déjà vécu 3 fois, 4 fois, 5 fois, et donc il part lancer. Et puis, dernier point, pourquoi le management de transition? Parce qu'on sait qu'a priori, une mission de management de transition ne va pas durer éternellement, que la personne qui prend le job n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée dans la boîte, et donc il a une certaine liberté de ton, et puis avec son recul et son expérience, il peut dire des choses qui font du sens et permettre aux dirigeants de réfléchir, et en tout cas de nourrir sa réflexion. Il a une connaissance de la situation, et puis c'est un mode mission. Alors, ça, c'était des généralités, mais qui me semblaient importantes à rappeler sur pourquoi nos clients font du appel au management de transition, parce que vous savez tous, pour les 2 tiers d'entre vous qui ont déjà fait une mission, vous savez que vous vous inscrivez là-dedans pour apporter à la fois votre expertise et votre bande passante. Alors, comment obtient-on une première mission? Il y a 3 conditions, en fait. Alors, il faut, et c'est le premier point le plus important, je pense, il faut être très clair sur ces zones d'expertise et savoir les mettre en évidence. Alors, les zones d'expertise, c'est quoi? C'est ce que vous avez fait dans votre carrière plusieurs fois qui fait que vous êtes vraiment super bon là-dedans et que si vous commencez sur ce sujet-là dans une entreprise, vous partez lancé. Et alors, les expertises, c'est plein de choses. Ça peut être naturellement l'expertise sur sa fonction. Ça peut être une expertise sur un type d'opération. Vous rentrez dans une boîte qui est en post-merger integration ou qui fait un carve-out ou qui s'internationalise ou qui change d'actionnaire. Il y a des opérations diverses que vous pouvez avoir vécues plusieurs fois. Ou des projets spécifiques. Une entreprise qui lance un projet ERP, une entreprise qui lance un projet de digitalisation de son back-office, que sais-je. Si vous le connaissez, c'est une expertise. Il faut aussi être conscient des spécialités qu'on a dans son métier. Est-ce qu'on est un DRH de développement RH? Est-ce qu'on est un DRH de relations sociales? Est-ce qu'on est un DRH de groupes internationaux et de coordination? Pareil, je peux vous trouver les mêmes exemples pour les jobs de DAF, de DG. Tout ça, il faut bien être conscient de la spécialité dans son métier. Et le point important, c'est le généraliste, c'est ce qu'on fuit absolument. Quand quelqu'un commence à me dire « je suis un généraliste », en gros, donnez-moi n'importe quelle mission, je saurai la faire, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'il n'y a pas d'aspérité et on ne sait pas être un généraliste. Donc surtout, ne vous présentez pas un généraliste. Certes, on sait que si vous avez été DRH 25 ans ou DAF ou DG pendant 25 ans, on sait que vous savez faire l'ensemble des tâches d'un DAF ou d'un DG ou d'un DRH ou d'un DSI. Mais ce qui est important, c'est votre vraie saveur sur ce métier-là parce qu'on vous confiera des missions correspondant à votre expertise. Parfois, la connaissance sectorielle est importante, mais ce n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, vous pouvez avoir une certaine connaissance de périmètre géographique. Vous avez été patron d'une zone, vous avez été patron d'un pays, vous avez été expatrié dans un pays. Ça peut être une expertise importante pour la mission. Mais il y a d'autres zones d'expertise qui sont importantes, d'autres dimensions qui sont importantes et qu'on met souvent pas forcément en évidence. Le type d'entreprise, ceux qui ont travaillé dans des entreprises familiales ont une compétence sur ce sujet-là. Et dans certains cas, on mettra dans une entreprise quelqu'un qui a dans une entreprise familiale, quelqu'un qui a vécu dans une entreprise familiale. Pareil pour une entreprise avec des actionnaires anglais, ou pareil dans une PME, pareil dans une ETI plus ou moins décentralisée ou centralisée. Ces choses-là sont des dimensions que vous devez repérer dans votre parcours comme des choses clés à mettre en évidence. Parce que finalement, c'est là-dessus que vous allez gagner une mission. Parce que des DRH, dans notre vivier IEM, on a 8000 personnes dans notre vivier, des DRH, on en a plein. Des DAF, on en a plein, des DSI, on en a plein, et toutes les fonctions, on en a plein. Par contre, des personnes qui sont bonnes sur un secteur, sur une problématique donnée, dans un contexte d'entreprise donné,
Ça, on ne les a pas et c'est ceux-là qui nous intéressent parce que dans certains cas, c'est là-dessus que le client s'arrête. Situation d'entreprise aussi. Est-ce que la boîte va bien, pas bien? Est-ce qu'elle vient d'être achetée? Est-ce qu'elle va être vendue? C'est autant d'éléments que vous devez déceler dans votre parcours et vraiment savoir mettre en évidence. Et puis les contextes de marché. Est-ce que vous êtes plutôt un DAF de croissance, un DAF de décroissance, de restructuration? Tous ces éléments-là sont autant de dimensions importantes à avoir dans votre parcours et de savoir les mettre en évidence. Donc, si j'ai envie de dire, là, c'est pour les 2 tiers qui ne sont pas connus du management de transit. Enfin, je ne sais pas si c'est les 2 tiers, non, c'est le tiers qui n'est pas connu, qui n'a pas fait mission, mais pour ceux qui ne sont pas connus des cabinets de management de transition, revoyez votre CV à l'aune de ces différentes grilles pour savoir mettre en évidence ces aspects-là. Deuxième conseil pour obtenir une première mission, c'est soyez référencé dans les cabinets de management de transition majeurs. Avec 5-6 cabinets, vous couvrez une grande partie du marché. Il y a, je crois, 90 cabinets maintenant en France. Ce n'est pas la peine de faire les 90. La bonne nouvelle quand on est candidat, c'est que vous pouvez vous inscrire en une fois et ce ticket vaut pour 20 ans, selon l'âge de chacun. Vous êtes inscrit une fois et vous restez dans les papiers d'un cabinet de management de transition. Parce que, à la différence des chasseurs, c'est notre métier de nous souvenir de vous. C'est-à-dire que le chasseur, lui, son métier, c'est de connaître le mercato d'un secteur. Il connaît très bien la pharma, il sait qui a bougé, qui est bon, qui est mauvais, qui vient de prendre son job, qui est passé d'une boîte à l'autre. Ça, c'est le talent d'un chasseur, c'est de connaître ça. Pour le management de transition, c'est pas ça du tout. Nous, on ne cherche que dans un vivier, et notre vivier est renseigné en amont par toutes ces expertises que vous aurez dit dans le point 1. Donc, allez vous faire référencer, c'est une bonne idée. Et puis, le troisième point, c'est être disponible immédiatement. On ne sait pas donner une mission à quelqu'un qui est en poste parce que nos clients veulent un candidat pour dans une semaine. Donc, on sait que c'est absolument incompatible avec la durée de préavis de quelqu'un. Donc, l'enjeu vous ne pouvez pas trouver une première mission si vous êtes en poste ou alors il faut vraiment que vous soyez en préavis, que vous ayez une visibilité à 1 mois pour dire, voilà, je suis disponible dans 1 mois. C'est un point important. Par contre, il y a un non-sujet. J'avais mis les non-sujets, mais il n'y a qu'un seul non-sujet. La notion de modalité de portage ou de sous-traitance, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que je pense que je ne sais pas, il faudrait faire ça aussi dans le sondage, c'est savoir comment vous avez géré votre mission, mais vous pouvez passer par une boîte de portage ou avoir votre petite société. Tout ça, c'est des modalités très légères qui se font très facilement. Et puis, c'est compte tenu des niveaux de salaire du management de transition, enfin du manager de transition, même les frais de portage sont un peu l'épaisseur du trait. Donc, ne vous arrêtez pas là-dessus. Je suis ouvert à en discuter dans les questions, bien sûr. Ensuite, réussir une mission. Réussir sa première mission. C'est là où je parle sous le contrôle de ceux qui ont fait les 2 tiers d'entre vous qui avaient fait déjà une première mission. Pour moi, l'important, c'est que la confiance doit se bâtir très vite. Donc, premièrement, sur son expertise, sur le projet. Donc, il faut là-dessus savoir être assez assertif, surtout pas péremptoire, mais en tout cas, rassurer le client assez rapidement sur le fait que vous allez regarder aux bons endroits quand vous allez faire votre diagnostic dans un premier temps. Vous allez voir les bons sujets tout de suite. Comme un expert, j'en sais rien, un artisan, quand il vient chez nous, il sait aller regarder les bonnes choses et il sait nous dire assez rapidement son avis. Pareil, pour un client, il doit avoir l'impression assez rapidement que le manager lui donne des premières infos qui le rassurent sur le fait qu'il a bien fait de choisir ce candidat. Par ailleurs, la confiance doit se bâtir sur votre capacité à mener à bien le projet. Et ça, le client doit sentir que vous êtes à la fois autonome, mais pas indépendant. Et que autonome, mais pas indépendant, ça se traduit par la capacité que vous avez à formuler une feuille de route, c'est-à-dire à commencer à montrer comment vous allez vous y prendre, compte tenu de ce que vous avez vu au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On dit souvent qu'à 3 semaines, la feuille de route, elle doit être bonne à 80%. Ça veut dire que vous avez déjà fait une première itération avec le client sur les problématiques que vous avez repérées, le client réagit à ça, puis ensuite, au bout de 15 jours, vous avez fini votre rapport d'étonnement, puis vous avez commencé à faire une première mouture de feuille de route que vous montrez au client, et le client dit « ouais, si vous faites ça, ça me semble bien ». Et donc, vous avez, au bout de 3 semaines, quasiment claveté l'ensemble des étapes
de la mission et le client est rassuré là-dessus. Et ça, c'est un point important. Et il faut là-dedans montrer du drive. Donc, vous savez vous débrouiller tout seul et montrer de la loyauté. Et c'est important, ça, c'est une clé forte. Le client qui vous a fait confiance et qui a demandé la mission est votre client. C'est lui dans l'entreprise que vous devez protéger, que vous devez aider. Et votre seule voie de loyauté, c'est ce client-là. Donc, identifiez-le bien et comprenez bien les enjeux politiques éventuellement ou des enjeux de relations qu'il peut y avoir autour de ce client-là pour le protéger. C'est à lui que vous devez montrer de la loyauté, que vous devez montrer votre feuille de route. En tout cas, il faut vraiment savoir être conscient de qui est le client dans une boîte, enfin, dans le cadre d'une mission. Et puis, la confiance doit se bâtir sur votre posture, notamment vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des parties prenantes. Le client qui vous a fait confiance et qui vous fait rentrer dans l'entreprise comme manager pendant une durée donnée, sa réputation est en jeu. Si il voit que vous ne vous comportez pas comme il aimerait que quelqu'un de son équipe se comporte, il va être au porte-à-faux, il va être mal à l'aise. À la fois, il y a deux dimensions là-dedans. C'est à la fois sur la posture, sur la posture, il y a deux dimensions. Il y a à la fois vous êtes un manager de l'entreprise et vous n'êtes pas un consultant. Donc il faut vraiment vous comporter comme un manager de l'entreprise au sein d'un comité de direction, au sein d'une équipe projet. Et vous n'êtes pas un consultant dans le sens où on n'attend pas de vous des slides, mais on attend de vous une vraie prise en compte, une vraie prise en responsabilité du projet ou du poste que vous prenez. C'est un point important. Et puis, vous pouvez avoir une liberté de ton, mais encore une fois, si c'est dans l'intérêt du client qui vous a recruté. Donc, il faut avoir une liberté de ton avec certains, pas avec tous. Il faut avoir une certaine prudence. Et je vous dis tout ça à l'aune des les rares fois où globalement il y a eu un peu de badwill dans l'émission, c'est quand le manager ne communiquait pas suffisamment avec son client ou quand il arrivait sûr de lui en donnant des leçons ou quand il disait vous inquiétez pas je m'en charge et puis que le client voyait rien quoi, il savait pas ce qui se passait, il se disait bien qu'il se passait quelque chose mais il voyait pas. Et donc là on crée on crée de l'inconfort de la part du client. Et encore une fois, il faut vraiment ultra communiquer avec le client. Il faut lui montrer, lui donner du confort en gros, et lui donner de la confiance. Florent, est-ce que tu me permets un commentaire? Vas-y. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour, je suis Thierry Fournier, je suis l'associé de Florent. Un des trucs que je recommande à chaque fois et qui marche très bien pour aller dans le sens de Florent, mais juste l'étape critique qui est celle du premier rendez-vous. Dans le premier rendez-vous, en fait, le client décide avec qui il va bosser et on en sort avec la conviction partagée à trois, entre le client, le manager et nous, que ça va marcher ou pas. Et en fait, moi, le secret que je donne, enfin le secret, je vous le donne, donc c'est de moins en moins un secret, le secret que je donne au manager, c'est après vous êtes présenté pendant 5-10 minutes, max. Considérez cet entretien comme une réunion de travail, comme si vous étiez déjà choisi. C'est-à-dire que ça suppose que le manager s'est préparé à connaître aussi bien que possible l'entreprise et son actualité. Ça suppose ensuite qu'il va avoir structuré par rapport au problème un certain nombre de questions et ça suppose qu'il va avoir réfléchi à comment il va prendre en main pendant les 3-4 premières semaines. Et dans ces conditions, quand vous êtes dans cet état d'esprit, que vous êtes préparé dans ces conditions-là, alors vous avez du drive, devient actif. Et en plus, c'est là où c'est sympa, c'est que psychologiquement, sans qu'on s'en rende compte, on est dans l'action et donc on est dans la suite. Merci Thierry, bon point. Donc, le dernier point sur la notion de confiance, c'est qu'il faut vous rappeler que quand vous êtes un manager de transition, vous êtes un manager de l'entreprise, mais à la différence d'un CDI, vous travaillez pour un client, et donc un client qui vous paye tous les jours, et donc il a envie de savoir ce qui se passe tous les jours, et la loyauté, elle se dirige uniquement pendant la durée de la mission vers ce client-là. Ensuite, il y a
figure imposée dans une mission de management de transition, et c'est important pour réussir sa première mission, même si encore une fois 2 tiers d'entre vous connaissent ça par cœur. On dit un rapport d'étonnement et une feuille de route en 3 semaines. Ça, c'est première figure imposée. Moi, je recommande systématiquement un reporting hebdomadaire aux clients donneurs d'ordre. Donc, encore une fois, c'est ce client, cette personne-là, éventuellement une ou deux personnes, à qui on envoie toutes les semaines les bullet points sur ce qu'on a fait dans la semaine et ce qu'on a l'intention de faire la semaine prochaine. Il n'y réagit pas forcément, mais le fait de l'envoyer tous les vendredis soirs fait que tous les vendredis soirs, vous avez fait votre reporting et tous les vendredis soirs, il sait que s'il a quelque chose à vérifier ou s'il se pose la question de vous en êtes, il va recevoir ça et ça crée un canal de communication privilégié avec ce client et que vous pouvez aussi utiliser pour remonter un problème parce que vous n'avez pas pu le voir, etc. Donc moi, reporting hebdomadaire aux clients donneurs d'ordre tous les vendredis soirs, pour moi, c'est un must et qu'on applique chez UM pour toutes nos missions. Et ensuite, il y a le classique d'une réunion tripartite mensuelle, client, manager, cabinet. Et donc ça, on le fait aussi de façon systématique. Le seul facteur limitatif là-dessus, c'est quand le client considère que tout se passe bien et qu'il n'a pas envie d'avoir cette réunion-là. Et c'est les seules fois où ça n'a pas lieu. Et en général, on se force vraiment, au moins pendant les 2-3 premiers mois, pour avoir cette réunion mensuelle. Les qualités d'un manager de transition. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est quand même pas complètement faux. Il faut une grande capacité d'adaptation, être ouvert et curieux. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas plaquer les schémas qu'on a. Il faut savoir partir lancer, mais surtout pas plaquer des schémas qu'on a déjà. Il faut être pragmatique avec le sens des priorités et une orientation résultat. Ça, vous voyez bien ce que ça donne. C'est exactement les ingrédients nécessaires pour fixer une feuille de route. Il faut une forte capacité de mobilisation et d'entraînement des équipes parce qu'ils vous voient arriver comme quelqu'un qui est là pour quelques mois. Donc, a priori, ça va, on peut peut-être attendre que le manager passe et ça ira très bien. Et en fait, bon, il faut justement savoir entraîner les équipes et les mobiliser sans forcément se recommander de sa hiérarchie. Donc, il faut vraiment avoir ça en soi. Il faut être attentif à la communication avec ses équipes, le client et avec l'environnement. C'était le point que je disais, à la fois sur la communication avec le client et à la fois sur la liberté de ton, pas avec n'importe qui, pas sur n'importe quoi. Donc, avoir un côté un petit peu, être prudent là-dessus et être capable d'un œil neuf auprès d'un dirigeant et aimer la liberté de dire. Ça, c'est toujours un point positif d'avoir que le client se sente en confiance avec vous parce qu'il sait que vous allez pouvoir lui dire des choses qu'il n'aurait pas entendues par ailleurs. Ensuite, préparer, et c'était le troisième point que François m'avait suggéré, c'est préparer la mission suivante. Informer les cabinets de votre disponibilité à peu près un mois avant. Et ce que vous pouvez faire, c'est 3 lignes sur votre mission. L'enjeu, ce que vous avez réalisé, c'est toujours positif et ça nous permet de renforcer ce qu'on sait déjà de vous en disant, bah, tiens, oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il ou elle a développé en plus. Et puis, valoriser son expérience, c'est qu'une fois que vous avez cette mission, ou cette première mission, cette deuxième, cette xème mission, pourquoi pas la valoriser auprès de votre réseau en envoyant des mails à votre réseau en disant, tiens, je viens de finir une mission, voilà ce que j'ai fait. Ça permet à chacun de se dire, tiens, ah ouais, mais il est vachement balèze sur ce sujet-là. Et puis, éventuellement, de se dire, bah, tiens, il est dispo, j'ai entendu parler de ce sujet-là. Que ce soit d'ailleurs sur votre réseau ou vos réseaux sociaux, où rien ne vous empêche de faire un post LinkedIn en disant que vous venez de finir une mission sur tel sujet. Ça, encore une fois, l'intérêt d'une mission de management de transition pour vous et dans une carrière, c'est que ça met en évidence le fait que vous avez été retenu par un client sur un sujet précis de votre compétence et que cette compétence, s'il vous a retenu sur ce sujet-là, c'est que vous êtes vraiment bon là-dedans. Et ça peut donner des idées à d'autres. Voilà. Et puis, si vous avez tu me permets un commentaire aussi, Florent, là-dessus. Vas-y. Tu peux me Comme ça, vous en avez 2 pour le prix là, c'est bien. Je voulais vous inviter, comme Florent. Oula. Le son Vous y invitez à le faire. Allô, on n'entend rien. Utilisez-nous. Utilisez-nous à votre avantage. Parce que, attends, on t'entend ce que pas disait bien. Florent sur. On t'entend pas bien là. Ah, vous m'entendez? C'est Florent, tu t'es retiré. Instable, j'ai une connexion instable. Bon, je suis désolé. Et je vais essayer de me faire comprendre. Utilisez-nous pour identifier les points saillants et remarquables de votre parcours. C'est notre métier. On passe notre vie à en discuter entre nous pour savoir quels sont les bons critères. Et c'est le reflet de la demande du marché. Donc, n'hésitez pas à nous mettre au boulot.
Et donc ça, c'était pour… et on peut vous aider aussi à améliorer le look d'un CV. Il y a des CV, tous les CV sont différents en France. En Allemagne, c'est beaucoup plus normé. En France, chacun fait son CV. Il y a peu de règles claires. En tout cas, nous, on en a quelques-unes qui marchent. On sait que c'est ça qui plaît aux clients. On peut vous aider là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est quand vous avez fait plusieurs missions, c'est pour nous un gage d'adaptabilité et de vitesse de prise en main d'un dossier complexe. Quelqu'un qui a fait 4 missions, il a une vitesse acquise, un petit V0 très supérieur au primo-accédant. En tout cas, moi, je le vends comme tel à mes clients. Je me tais. Je rebondis tout de suite sur la proposition de Thierry d'avoir un CV, les CV qui marchent. Il y a des formats que vous connaissez bien. Oui, ce serait possible d'en avoir un ou deux, anonymisés bien sûr. Alors en fait, chacun écrit bien comme il veut parce qu'en même temps, c'est intéressant d'avoir le choix des mots et la présentation est aussi le reflet d'une certaine personnalité. Moi, j'aime bien la préserver. Maintenant, les imparables, c'est quand vous avez une expérience entre 2007 et 2012 dans telle entreprise, dites simplement le nom de l'entreprise, évidemment, la taille, le nombre d'employés, son activité. Ça, c'est une ligne, mais il faut le mettre. On ne le met pas toujours. Il y a des fois, moi, je ne sais pas qui c'est la boîte. Et puis en dessous, vous mettez quels étaient les objectifs, 2 bullet points. Qu'est-ce que j'ai fait, 2 bullet points. Fin de l'histoire. Ok. Est-ce que vous avez… Après, vous gardez votre liberté surtout, mais essayez d'avoir ce minimum d'informations qui sont précieuses. Alors, Florent, tu voulais rajouter quelque chose du coup? Ou on passe aux Non, questions? je suis à votre disposition pour les questions sur ces sujets-là. Mais encore une fois, je suis curieux d'entendre vos réactions, sachant que 2 tiers d'entre vous ont déjà fait une mission. C'est important. Et puis, si ceux qui n'en ont pas fait veulent se manifester aussi, avec plaisir. Bonjour, moi c'est Christophe Constant-Longchamp. Je me suis connecté en retard, je suis désolé. Donc, je n'ai pas pu participer au sondage, mais moi, j'ai 2 missions à mon actif. Et j'étais en contact avec M. Lemal, oui, effectivement, au sein de votre cabinet. Et je suis en contact avec M. Tomazov, entre autres. Enfin, on doit se parler. Je suis d'accord avec votre approche de la mission, en fait. La question qu'on se pose toujours, c'est de savoir, au fond, est-ce qu'il y a des profils, je dirais, avec lesquels vous travaillez plus régulièrement? C'est un peu peut-être question de tarte à la crème que d'autres. Voilà, c'est une question un peu générale, mais je pense qu'il intéresse tout le monde. Alors, merci pour la question, c'est un point important. Il y a une mythologie qui s'appelle le premier cercle et le deuxième cercle dans les cabinets de management de transition, et ça a été beaucoup pratiqué par certains cabinets qui faisaient bosser. En gros, il y a ceux qui étaient corvéables à merci, les 20-30 managers qui tournaient autour d'un cabinet, qui bossaient tout le temps et les autres ne bossaient pas. Je pense que ça disparaît. En tout cas, chez EIM, ça n'a jamais existé. Nous, on a toujours privilégié on a toujours prôné et privilégié les primo-accédants parce que, d'une part, parce que quand on a créé le métier 15 ans avant les autres, il n'y avait que des primo-accédants, donc il fallait bien qu'on s'habitue à faire bosser les primo-accédants, et parce qu'on adore les coacher et les accompagner sur leur première mission. Donc, nous, on ne choisit pas du tout en fonction, même si ce que disait Thierry est vrai, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable de faire bosser quelqu'un qui a fait 4 missions, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment à le driver, il connaît un peu tous les coups du tennis. Nous, en fait, on adore les primo-accédants. On trouve que les gens qui sortent d'une boîte, notamment de certaines grandes boîtes best in class, sont très aiguisés, sont en plus un peu stressés, sont beaucoup plus à l'écoute. Et puis nous, on est là pour coacher, pour accompagner les managers dans leur mission. Et donc, on le fait bien volontiers. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question sur la notion de cercle. Certes, ceux qui ont déjà fait plusieurs missions partent lancés, mais nous, on adore les primo-accédants. Et en tout cas, on ne se limite vraiment pas à un premier cercle ou un deuxième cercle. Ça, c'est depuis toujours. Je voulais faire un point d'ailleurs. Vous avez dit que vous connaissiez Olivier Lemal et Thierry Tomazov. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand vous êtes dans un cabinet de management de transition, vous rentrez dans un vivier et vous êtes sollicitable par tout le monde dans le cabinet.
Et c'est un point important, c'est-à-dire que d'ailleurs, si Thierry Tomazov vous a peut-être fait signe, c'est parce que vous avez vu Olivier Lemal un jour, et ce sera peut-être moi, ce sera peut-être Thierry ou quelqu'un d'autre qui vous contactera à nouveau. Vous appartenez vous êtes dans un vivier qui est sollicitable par tout le monde, tous les associés d'un cabinet. Et en tout cas, chez EIM, nous, on est tous secteurs, toutes fonctions. C'est-à-dire qu'on est tous, on fait des missions de DRH, de DG, de DSI, de DAF, de que sais-je, de directeur de production dans tous les secteurs. Et donc, tout le monde chez EIM est appelé à vous appeler, est amené à vous appeler à un moment ou à un autre s'il a une mission et vous n'appartenez pas, ou il n'y a pas de relation privilégiée avec une personne plutôt qu'une autre. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous êtes repéré par une personne, rentrez dans le vivier, et ensuite, vous êtes disponible pour tout le monde. Alors, justement, par rapport à ça, moi, j'ai Christophe Chambon. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Donc, on a fait les entretiens de qualification. Le CV va bien. On a eu une bonne relation. On est dans une base de données. Comment on ressort après par rapport à des missions de données sur un pool qui va être peut-être de 500 ou 1000 managers, dont peut-être 50? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a plusieurs filtres là-dedans. C'est premièrement votre fonction, puis ensuite, dans votre fonction, votre spécialité. Si vous êtes un DRH de relations sociales, on ne va pas vous appeler pour aller mettre en place du process RH en AMOA d'IT, RH, etc. Donc déjà, c'est très segmenté et c'est notre boulot de faire ça. C'est-à-dire que dans les entretiens qu'on va avoir, ce que je qualifierais de à froid, qui d'ailleurs chez EIM sont menés que par des associés, parce qu'on pense que c'est un point important du process, on va justement comprendre les 2-3 points aigus de votre parcours, les points de force, et ces points de force vont être identifiés. Quand on a une mission, on va aller chercher en fonction de ces points de force. Et puis on va avoir une longue liste de 20 candidats qui correspondent bien à ce qu'on a envie d'avoir compte tenu de la problématique que nous a expliqué le client, et qui peuvent être ça peut être un DRH de relations sociales, mais en plus dans une entreprise plutôt de col bleu et peut-être même familiale. Et donc ça va faire autant de micro-sujets qui vont faire qu'on va sélectionner encore plus et on va réduire le filtre pour arriver aux quelques personnes qui correspondent à plusieurs critères. Et concrètement, c'est le responsable de la mission qui va éplucher les CV, ou c'est un robot par mots-clés ou... Ah non, alors, que vous sachiez, dans votre je vais dire un gros mot, mais dans la fiche qui vous représente dans un vivier, en tout cas chez EIM, il y a des dimensions objectives de secteur, de spécificité, il y a quelques critères qui sont des presse-boutons, mais il y a une zone qui est très importante, qui est une zone de commentaires, qui résume en 5-6 lignes, est faite par les associés, qui résume en 5-6 lignes les points de force qui sortent de l'entretien. Et ce n'est pas sur la personnalité, c'est sur ce que vous avez fait, dans quel contexte, etc. Et donc, qui résume l'entretien de la façon la plus transparente possible pour l'ensemble des associés, puisque chacun est amené à lire les commentaires des autres. Et donc, ça doit être compréhensible par tout le monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous avez, moi je suis dans les achats, vous avez 100 managers potentiels en achat, vous allez éplucher 100 fiches. Alors, oui et non. Alors, non. Il se trouve que dans les achats, Thierry Fournier, qui a parlé tout à l'heure, et moi, on est un peu, on s'y connaît un peu plus que d'autres en achat, pour avoir été dans des boîtes de conseil en achat. Et donc, un directeur des achats, alors il y a le stratège, il y a l'opérationnel, il y a l'acheteur par catégorie, il y a celui qui a fait de l'achat dans les low-cost countries, il y a celui qui a fait plutôt du process, il y a plein de spécialités en achat. Et donc, a priori, il devrait sortir de l'entretien avec vous une spécialité dans le domaine des achats. Et on ne va pas vous présenter sur n'importe quelle mission juste parce qu'il y a le mot achat. Non, mais pour m'identifier sur une mission, vous êtes bien obligé de dire tout. Non, mais en fait, alors c'est ce que je veux dire. Oui, mais en fait, le process, c'est le suivant. Vous nous envoyez votre CV, on vous propose un entretien. Tout le monde, personne ne rentre dans notre vivier sans avoir eu un entretien avec un associé. Et donc, c'est lors de cet entretien qu'on va repérer les points de force de votre CV, qu'on va en discuter, que si on ne comprend pas, on va vous poser des questions, pour avoir une vision la plus
propre et transparente et fidèle de votre parcours. Et c'est sur cette base-là qu'on va aller vous codifier, j'aime pas le terme, mais voilà, codifier pour être certain sur des critères qui sont un petit peu notre sauce, vous codifier sur des sujets qui sont les sujets importants et écrire un commentaire. Donc, on ne va pas réouvrir votre CV au moment où on sélectionne. On vous sélectionne sur des critères parce qu'on a déjà fait le boulot de vous avoir au téléphone, ce que j'appelle à froid, c'est-à-dire hors mission, et on vous a codifié, on vous a vraiment, on vous a fait rentrer dans toutes les cases possibles. Voilà. J'ai compris, mais ma question, c'est très pragmatique. Vous me connaissez par fichier, enfin, entretien, etc. Vous avez une mission qui se présente. Oui. Pour me repérer, vous êtes bien obligé de repasser en revue tous les gens que vous avez en vivier dans la fonction. Oui, mais en mettant quelques critères. Si je peux me permettre, non, en fait, c'est très simple. Sans me refaire l'entretien. Non, justement, à chaque profil, on va avoir codifié, comme dit Florent, le mot est affreux, mais c'est celui qu'on a. Les secteurs que vous connaissez, on en a 138, je crois, le métier et la compétence que vous connaissez, y compris dans le monde des achats, et là, il y en a encore des dizaines et des dizaines. Un directeur financier, il y a 50 modèles de directeurs financiers et on va choisir exactement celui qui vous correspond. Et puis, troisièmement, l'environnement et tout ce qui rend intéressant et hors de ce cadre simplement binaire de secteur et fonction et qui rend intéressant, boîte familiale, boîte sous LBO, Big Corp, international, etc. Déjà, avec ça, on fait tourner notre moteur de recherche et on a une longue liste. Vous avez un moteur de recherche. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ce que et à partir de là, je vous donne un exemple pour compléter ce que disait Florent. On m'a demandé, un de mes clients dans la cosmétique me demande un DRH pour mener un gros PSE. Je mets DRH, cosmétique, et je vais rentrer PSE parce que c'est évidemment un des sujets importants dans ce monde-là. J'ai une longue liste et à partir de là, j'en ai interviewé une demi-douzaine. Il se trouve que dans le brief du client, il me dit « Je veux quelqu'un qui soit très sensible au choc culturel. » C'est une boîte de cosmétiques qui a connu un succès fantastique et là, ils vont vivre un PSE. Ça va être un trauma. Donc, trouve-moi quelqu'un qui a déjà géré ces traumas culturels. Et ben, dans la discussion avec chacun d'eux, on a abordé le sujet. Et ils m'ont dit, bah ouais, moi j'ai vécu un trauma dans telle et telle circonstance où c'était. Voilà. Et ensuite, je suis convaincu ou pas. Et si je suis convaincu, je le présente au client. Ah, d'accord, ok, c'est clair. Donc il y a bien un système de filtre au départ. Oui, bien sûr. Et ça, c'est. On ne peut pas le codifier, le choc culturel, parce que sinon. Oui, vous revalidez dans la description le point clé qui. Bien sûr. C'est l'objet des entretiens que je qualifie de HO, c'est-à-dire quand il y a une mission, on appelle tous les candidats, on discute avec eux et on voit lesquels correspondent le mieux. D'accord, c'est clair. Merci. On va passer à des questions, même si la question de Christophe, on a bien creusé, et puis ça vaut pour tous les métiers. Absolument, ouais, merci. On a parlé à chaud d'achat, mais ça va pour d'autres sujets aussi. Est-ce qu'Olivier, tu as repéré des questions dans le chat? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Par contre, le temps que un certain nombre de personnes en écrivent peut-être, j'avais une question moi, pour réagir et challenger un peu Florent sur la feuille de route. Si j'ai bien compris, vous avez dit que c'était quelque chose qui faisait partie des incontournables, bien sûr, mais plutôt après 3 semaines, et moi mon expérience, c'était de démarrer avec une feuille de route que bien entendu on va adapter en fonction du rapport d'étonnement, donc elle va être revue, mais le brief client débouche quasiment sur une feuille de route de départ. La feuille de route de départ, on l'a. C'est-à-dire que nous, ne serait-ce que pour faire notre propale au tout début du process avec le client, on savait que les 3 objectifs de la mission, c'est ça, ça et ça, et que ça se fait plutôt dans tel ordre, etc. Donc, oui, il y a des objectifs, on va dire, au début. Ce n'est pas une feuille de route. Ensuite, le manager arrive dans la mission, rencontre les plusieurs personnes, écoute. Au bout d'une semaine, il a déjà, comme il est professionnel de ce sujet-là, que ce soit une mise en place de ERP, que ce soit un PSE, que ce soit peu importe, il est professionnel de ce sujet-là, il commence déjà à se faire une opinion.
Il fait un premier rapport d'étonnement au bout d'une semaine en disant, ben voilà, tiens, j'ai entendu tel truc et tel truc, ça me fait penser que ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, deuxième semaine, il a fini son rapport d'étonnement. Ça y est, il a validé, il en a parlé à plusieurs parties prenantes. Il est allé sur son rapport d'étonnement et il voit déjà comment il va s'y prendre. Donc, il commence à parler, au bout de la deuxième semaine, des étapes diverses et variées de la mission, sachant que la partie rapport d'étonnement est toujours la première étape de la feuille de route. Et puis, au bout de 3 semaines, il a vraiment élaboré et il sait que la mission va durer 6 mois et que sur les 6 mois, ça va se répartir comme ci, comme ça. Et donc là, il est capable, vis-à-vis du client, de valider avec lui que effectivement les deux priorités, c'est ça et ça, et qu'il y a une troisième priorité, mais dans un deuxième temps, qui sera ça. C'est ça ce que j'appelle valider une feuille de route. C'est une démarche un peu itérative avec le client pour valider finalement les priorités et la façon d'y arriver. Ok, donc, très clair. Merci Florent. Merci. Alors, il y avait une question, François, qui est arrivée entre-temps sur les missions de direction marketing en management de transition. Ouais. Qu'en est-il? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, qui existe chez vous, chez EIM? Alors, on a commencé cette semaine une mission de direction marketing, donc oui, ça existe. C'est souvent assez spécifique parce que entre de la marque, des problématiques de marque, des problématiques de lancement de produits, des problématiques d'études, des problématiques de transformation digitale, qu'on soit en ligne, qu'on soit online ou offline, des directions marketing, il y en a plein, que ce soit du B2C, du B2B. Donc, tout ça, c'est autant d'éléments qui font que, oui, il y a des directions marketing, mais une mission n'en vaut pas une autre. C'est pas le cœur du management de transition parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus transférable d'une mission d'une boîte à une autre. On prend souvent quelqu'un pour une direction marketing, quelqu'un qui connaît le secteur, parce qu'on se dit toujours que si on prend quelqu'un hors du secteur, il va mettre un temps énorme à prendre le secteur et qu'on n'a pas envie de prendre quelqu'un qui va avoir un temps de montée en puissance. En revanche, dès lors qu'on est sur des process, typiquement de la transformation digitale, typiquement des sujets de marque dans la distribution ou dans les produits B2C ou dans les cosmétiques, etc., on peut avoir une transférabilité des compétences et ça peut arriver. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel on est le plus identifié. Le management de transition est très classiquement DAF, DRH, DG, patron de site, patron de maintenant beaucoup et depuis 10 ans, c'est en gros ce qui a fait décoller aussi le management de transition, c'est le recours au manager de transition pour des projets, ce qui a été vraiment un aspect important. Donc maintenant, la notion de management de projet et l'expertise sur certains sujets est très prisée. Le marketing, le commerce sont aussi un peu moins prisés. Pour le commerce, par exemple, on ne va pas demander un commercial. En revanche, le gars qui a ou la femme qui a piloté un réseau de 250 agences B2B ou qui a piloté un réseau de commerciaux qui se déplacent ou que sais-je, ça c'est une compétence transférable. Et quand le patron part de façon inopinée, il faut le remplacer rapidement. Et pour le coup, on sait que quelqu'un qui l'a déjà fait peut le refaire. Donc ça, c'est une compétence transférable et ça peut marcher. En fait, pour compléter ce que dit Florent, les projets en marketing, c'est assez rare en fait. Et pour nous, les projets, la demande des entreprises venant de piloter un projet, c'est quand même un gros vecteur de demande. En revanche, des recrutements, on nous en demande pas mal, notamment maintenant, parce que maintenant, les chasseurs ont du mal à convaincre des directeurs marketing et d'autres du reste à sortir de là où ils sont pour aller ailleurs. En revanche, des gens disponibles, oui. Et dans notre histoire du marketing, on peut dire, je pense que les recrutements directs sont surreprésentés par rapport à la proportion de recrutement direct dans le reste des fonctions. Il y a Bertrand Alexandre qui, de Bruxelles, nous demande si EIM a quelquefois des missions en Belgique. Oui. Ça nous arrive, oui. Oui. J'en ai eu une, alors c'est pas toute la journée, mais on en a quand même. On a une sur un opérateur comment ça s'appelle, qui fabrique des engins pour trimballer, pour bouger les avions sur les aéroports.
Ils ont un gros site en Belgique et ils avaient besoin d'un patron pour piloter ça, le turnaround de ce site. Ouais. Ouais, je vous posais la question parce que j'ai regardé sur votre site internet et il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de téléphone, donc juste un. Non, parce que Voilà. c'est géré pour la Belgique flamande, c'est géré par plutôt l'Allemagne, et pour la Belgique francophone, c'est géré par Paris, quoi. D'accord. Ok. Je vois qu'en fait, toutes les questions me sont adressées à moi. N'hésitez pas, quand vous les rédigez, tout en bas du chat, eh bien, de sélectionner tout le monde, hein, bien sûr. Moi, j'avais une question, Florent. Comment dire, quel conseil donnes-tu en ce moment aux managers de transition, qu'ils soient débutants, sans mission encore, ou ceux qui en ont déjà fait, à une période là où le marché est assez plat quand même, il faut le reconnaître. Donc, Oui. comment peuvent-ils ronger leurs freins? Enfin, quel conseil tu leur donnes? Continuez à contacter les cabinets de management de transition, mais notamment ceux qui n'ont pas contacté. Donc les 50% de ceux qui ont répondu, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas référencés chez EIM, je vais me fâcher si vous ne nous faites pas signe. Non, enfin, c'est notre faute si vous nous avez pas fait signe. Ça m'intéressera de savoir pourquoi. Mais voilà, donc continuez à vous faire référencer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous, chez EIM, il n'y a personne qui, enfin, à part quelqu'un qui n'aurait vraiment rien à faire, enfin, qui aurait une spécialité qui n'a absolument rien à voir avec nos missions, tout le monde est reçu. Quand je parle de quelqu'un qui n'aurait rien à faire, c'est un jardinier paysagiste. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais on ne saurait pas trouver une mission. Donc, dans ce cas-là, on lui dit, écoutez, peut-être qu'on ne va pas se rencontrer. Et sinon, tout le monde est rencontré. Vous êtes, encore une fois, comprenez bien que pour les cabinets de management de transition, vous êtes des ressources. Vous êtes notre richesse. Donc, chaque fois que vous venez nous voir, vous nous rendez service, parce qu'on va on va améliorer notre vivier, et c'est parce qu'on vous aura dans notre vivier et qu'on vous fera signe au bon moment qu'on gagnera une mission. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ce qui n'est pas le cas avec les chasseurs. Les chasseurs ne savent pas quoi faire des personnes qui sont entre deux postes, puisqu'on leur demande de trouver des gens en poste. Mais nous, on nous demande des gens disponibles. Vous êtes disponibles. D'ailleurs, vous n'êtes pas en recherche de boulot, vous êtes disponible. Et ça, c'est une vraie qualité. Donc, continuez. Donc, dans cette période un peu plus, c'est vrai, un petit peu moins faste, on va dire, faites-nous signe. Alors justement, il y a une question de Henri Allais. J'espère que je prononce le nom correctement. Je ne sais pas si Henri veut la poser en direct. Oui, je vais poser direct. Et donc, oui, vous avez bien prononcé mon nom en français. Je suis américain, Henry Haley en anglais. Donc, j'ai déposé mon CV plusieurs fois avec le site EM. J'ai demandé plusieurs fois un entretien avec un consultant, mais je n'ai jamais réponse. Comment je peux avoir un entretien? I'm very surprised. C'était bien EIM France? Oui. EIM France, si vous l'avez envoyé à eim.fr, à contact, etc., on peut avoir une erreur dans le process, mais il n'y a aucune raison que vous l'ayez, qu'il soit passé à travers. Donc, envoyez-le. Vous avez mon adresse mail, ou en tout cas, je vais vous la donner, ou c'est f.chapu@eim.com. Envoyez-le moi. Encore une fois, tout le monde est reçu. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous reçoive pas, sauf encore une fois, si vous êtes dessinateur en bande dessinée ou paysagiste, quoi. Enfin, voilà. Je comprends. OK. Je vais faire demain matin. More than welcome, please call again. OK, merci. J'ai une question sur tout à l'heure, vous avez mentionné que vous aimiez bien les primo-accédants. Que vous aimiez bien les primo-accédants. Ouais. Justement parce que vous aimiez bien faire de l'accompagnement de coaching. Ouais. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu, ça correspond à quoi, enfin? Le primo-accédant, il arrive, il n'a jamais fait de mission, il est un petit peu stressé. Ouais. Et pour peu qu'il soit de bonne composition, on arrive à faire des trucs canons ensemble. C'est-à-dire si le primo-accédant accepte de se faire accompagner sur la notion de mission, parce que dans une mission de transition, il y a la mission, il y a deux choses. Il y a un mode mission, et ça, c'est très spécifique. Et c'est là-dessus qu'on accompagne
le nouveau manager de transition. Et puis, il y a son expertise. Là, moi, un DRH de relations sociales, je n'ai pas grand-chose à lui apprendre, ou un directeur juridique ou un patron du M&A corporate, je n'ai rien à leur apprendre. En revanche, sur la façon de dérouler une mission, de communiquer avec le client, d'établir sa feuille de route, de la communiquer, de s'assurer que le client est aligné, etc., c'est là-dessus qu'on sait bien le faire. Et puis, quand on a des missions de DG, en l'espèce, les associés de l'IEM, on a tous été DG de boîte, etc. Et on adore ça, et on a tous été consultants en stratégie. Et on adore accompagner des DG aussi pour faire souvent un peu de ping-pong toutes les semaines sur leurs problématiques, essayer de les aider à réfléchir, de les aider à être moins seuls à la commande, aux commandes de leur boîte. Ça, on le fait dans ce cas-là en plus sur le fond. Mais sinon, on aide beaucoup sur le mode mission. Est-ce que ça correspond à... Est-ce que ça répond à votre question ? Clair. Merci. Ouais. Alexandre Clark qui nous demande si vous avez en ce moment des missions concernant des levées de fonds. Pas spécifiquement, non. Optimisation de la trésor, voilà. À optimisation de la trésor, ça peut arriver. On n'en a pas juste maintenant. On a beaucoup de missions sur le BFR, sur la trésor. Récemment, j'ai une mission. Alors, c'est autre chose, mais j'ai une mission sur le recouvrement. Des missions assez techniques en DAF, ça arrive, ouais. Alors, Lucie on a des Alvarez, missions de cash pooling, etc. Il n'y en a pas en ce moment, mais. Ouais. Et alors, une question un peu spécifique, mais dans le domaine de la paie, Ouais. En RH, je suppose que c'est aussi un sujet de transition éventuellement. Oui, mais alors ça peut être sur la mise en place, ça peut être sur il y a plein de problématiques derrière la paye. Ça peut être une mission d'externalisation de la paye pour une boîte. Ça peut être une mission d'optimisation des flux internes, enfin des process internes autour de la paye. C'est pas notre core business. On a fait des missions de paye, on a fait des missions en amont de comp and ben, mais globalement, ça sera souvent dans le cadre d'une mission où on demandera au DRH qu'on prendra en management de transition pour optimiser tous les process de back-office ou tous les process administratifs. Ça sera en général un peu plus large. Et sinon, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on peut avoir un client qui se focalise sur la paye, mais ça peut être aussi plus large sur les process back-office. Oui, un PeopleSoft ou un truc comme ça. Et ça peut être l'accompagnement. Typiquement, j'ai eu une mission récemment d'une DRH qui m'appelle en me disant, écoutez, j'ai une mission Workday qui arrive, on est déjà ras la gueule, j'ai peur de ces consultants parce qu'ils vont nous prendre énormément de temps, on a mal documenté nos process, est-ce que vous auriez quelqu'un qui connaît bien ça? Et j'ai confié une DRH, enfin une directrice de projet qui avait été DRH et qui connaissait Workday par cœur et qui s'est mise aux côtés de la DRH et qui a dit, t'inquiète pas, je m'occupe des consultants et je vais te mener ta mission. Et de fait, elle a pris la charge de la mission. Quand je dis pris la charge, c'est pas pris en charge, elle s'est pris la charge de la mission, c'est-à-dire qu'elle savait exactement, elle a répondu à toutes les questions des consultants, elle savait les maîtriser, elle savait les remettre dans leur but quand ils dépassaient les bancs. Enfin, ça a été fabuleux. Et c'est effectivement quelqu'un qui a apporté énormément de valeur à cette DRH en prenant la charge. Ok. Merci. On a Taline Tchakerian et ensuite Marc-Henri Mignon qui lève la main. Elle a proposé chacun une question. Oui, bonsoir. Alors, je suis Taline. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, si vous aviez un exemple de mission pour un consultant primo-accédant en management de transition dont l'expertise est la conduite du changement en Île-de-France. Alors, beaucoup trop large comme question. Non, bon c'est-à-dire que consultant en conduite du changement, ça ne veut rien dire. Enfin, excusez-moi, c'est comme me dire pour un DRH généraliste. En fait, ce qu'il est important de savoir dans votre profil, c'est consultant en conduite du changement sur quel sujet? Alors, en fait, oui. Allez-y. Oui, je suis intervenue en fait depuis plusieurs années sur plusieurs sujets. Donc, ça peut être accompagnement des collaborateurs de l'entreprise sur l'amélioration de leur projet. Donc, comment en fait améliorer leur projet de la phase d'initialisation jusqu'au REX. Donc là,
pour le coup, c'est un peu général, mais ça va passer par les grandes phases de comment communiquer tous ensemble, comment mettre en place un plan de communication, un plan de formation, comment embarquer les collaborateurs, etc. Ça, c'est un sujet. C'est les piliers de la conduite du changement. Ensuite, je suis intervenue également sur… on va éviter peut-être, parce qu'il nous reste 10 minutes et encore on va éviter les cas personnels, mais peut-être Florent, tu peux répondre. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la façon dont vous avez présenté la chose, c'est que c'est malheureusement… Alors, si un client nous dit, écoutez, j'essaie de mettre en place une méthodologie projet dans ma boîte parce que je trouve qu'on ne bosse pas assez en mode projet, etc. Dans ce cas-là, on pourra vous faire signe parce qu'on dira, tiens, il y a quelqu'un qui connaît la méthodologie projet. Mais sinon, alors, oui. c'est encore trop général ou générique pour vraiment attirer l'œil. D'accord, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est cohésion, embarquement des collaborateurs quand il y a un gros changement dans une entreprise. Tout le monde en parle en ce moment depuis des années. La question, c'est sur un truc aussi générique, pourquoi une boîte ferait-elle appel à l'extérieur? Elle a certainement quelqu'un en interne qui peut faire le boulot, quoi. Excusez-moi, ne le prenez pas dans le mauvais sens. C'est juste, il faut que vous ayez un truc que la boîte ne peut pas trouver en interne. Alors, soit c'est parce qu'elle n'a pas la bande passante, dans ce cas-là, effectivement, elle a besoin de quelqu'un. Il faut vraiment que vous présentiez des angles sur votre expertise qui soient indiscutables et que la boîte ne peut pas trouver ailleurs. Et alors, si elle a besoin d'un consultant, ça peut être vous. Mais si elle n'a pas besoin d'un consultant, elle n'a pas forcément. Enfin, si c'est la conduite du changement, elle peut peut-être le faire elle-même. Non, parce que moi, justement, ce que je ne comprends pas par rapport à ce que vous proposez, c'est que moi-même, je suis déjà consultante senior et j'interviens dans des entreprises, là, par exemple chez AXA, où je termine, où j'ai embarqué pour la mise en place du flex office, c'est un exemple. Mais en fait, j'interviens dans l'embarquement, enfin, comment dire, ça paraît général, mais en fait, il y a énormément de demandes. C'est une niche, en fait, aussi, de consultants en conduite du changement. C'est très demandé, on n'arrête pas d'en parler. D'accord, mais c'est du consulting et il n'y a personne de mieux que vous pour le vendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en fait, alors je vais le dire autrement, les clients ne se retourneront pas vers les cabinets de management de transition pour leur demander ça, parce qu'ils savent très bien qu'il y a plein de consultants et qu'ils les auront en direct. D'accord, donc… On est beaucoup appelé pour des PMO sur typiquement de l'intégration post-acquisition. Donc là, des PMO qui ont fait de l'ERP, qui ont fait du PMI, donc c'est des projets assez techniques et assez précis. Et là, effectivement, mais sur des sujets plus généralistes de consulting, en gestion du changement, je pense que pour le coup, c'est assez des intermédiaires et ceux qui cherchent un consultant passent beaucoup par leur réseau. D'accord, donc mon profil ne correspondra pas à votre structure, du coup. Il n'y a pas de manager en transition de changement. Venez quand même nous faire signe, on sera ravis de vous avoir quand même, parce qu'il peut y avoir des demandes, mais ce n'est pas le cœur des demandes. De votre cabinet. Sur le sujet de la gestion du changement. Dans votre cabinet, je précise, hein, c'est ça? Oui, dans notre cabinet, je pense que EIM, je pense qu'on capte une bonne partie du flux, et en tout cas un flux représentatif des missions. Et je pense pouvoir répondre pour une bonne partie du management de transition, mais je peux me tromper. Ok, merci. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Florent, on a Régis Duhaut. Ne prenez pas comme une fin de recevoir, hein, surtout. Ce n'est pas le point. J'essaie de vous répondre en toute sincérité. Oui, très bien, merci. Il y a Marc-Henri Mignon qui va nous poser une question. Oui, c'est gentil, merci. En fait, je ne suis pas clair sur comment sortir du lot parce qu'on a tous envie d'avoir une mission. D'un côté, je vous entends dire on a 8000 candidats, on a 200 missions par an, ou le chiffre est faux, pardonnez-moi, mais il y a moins de missions que de candidats. Et donc, faites-nous confiance, on a un algorithme, on a eu un premier contact avec vous, on vous appellera, on s'est repéré. Et de l'autre côté, on a François avec le cercle qui dit soyez en veille tous les jours, regardez les annonces, soyez proactifs, dites-nous que vous êtes intéressés et on va vous orienter. Donc, je ne sais pas en fait s'il faut être passif et faire confiance sur le fait qu'on va être appelé, ou s'il faut être proactif. Merci pour la question, et c'est vrai que c'est une gageure. Effectivement, on a 150 missions, 200 missions, on en fait 600 dans le monde par an, et on a 30 000 personnes ou 8 000 personnes en France. Donc, effectivement, votre question est tout à fait justifiée. Et effectivement, on peut absolument pas… il y a un coup de bol dans la rencontre pour vous et pour nous.
dans la rencontre entre une demande d'un client et votre profil. Donc, oui, il y a un coup de bol. La bonne nouvelle, c'est que vous jouez un ticket, c'est-à-dire l'info que vous venez vous faire référencer, et ça vaut pour 20 ans. Allez, va pour passer 3-4 coups de fil pour se remettre à jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous jouez qu'une fois. Quand vous allez voir, moi j'ai cherché du boulot à un moment de ma vie, quand j'allais voir les chasseurs, j'avais l'impression qu'il fallait que je les revoie tous les 3 mois parce qu'ils se souviennent de personne, quoi. Et c'est vrai. Nous, notre métier, c'est de nous souvenir de vous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on vous fera signe, mais pour le coup, ce qui est clair, c'est que si vous n'êtes pas dans notre vivier, on ne peut pas vous faire signe. Donc, soyez dans nos viviers et j'espère qu'on pourra vous faire signe, mais vous avez raison. Alors, comment sortir du lot? Par l'expertise que vous aurez, qui fait qu'on se dit, si j'ai une mission comme ça, c'est cette personne-là, c'est évident que je fais signe à cette personne-là. Ensuite, au moment où on vous appellera, vous serez dispo, pas dispo, intéressé, pas intéressé. On verra bien ça à ce moment-là. Mais oui, vous avez raison, on ne peut absolument pas s'engager à quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Et il y a un petit côté hasard. Mais ça vaut, le coup vaut la peine d'être joué parce que ça vous prend un envoi de CV et un entretien. Pour nous, c'est un entretien aussi. On passe 1 heure de notre temps, mais on y passe du temps parce qu'on pense qu'on veut vraiment bien vous connaître pour vraiment vous positionner sur les missions qui collent bien. Donc, sortir du lot, ça sera par votre expertise et par la rencontre un peu fortuite à certains moments d'une demande d'un client avec votre expertise telle que vous l'aurez présentée. Mais oui. Je prolonge la question, Florent. C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un maintien de cette relation? Alors, pas toutes les semaines, évidemment, mais tous les 3-4 mois, à l'occasion d'une actualité. Dire tous les 3 mois qu'on est dispo ne sert pas à grand-chose. Dire qu'on vient de finir une mission ou faire signe tous les 6 mois au cabinet de management de transition pour dire, tiens, vous savez, j'existe encore, machin. De toute façon, on répond. Et on répond gentiment et on prend note de la disponibilité parce que c'est intéressant. Donc, on ne blâmera jamais quelqu'un pour nous envoyer un petit mail tous les 6 mois. Mais on marche assez peu sur notre mémoire. On marche via nos process et notre outil. Et notre outil est vraiment bien foutu. Quand il y a quelqu'un qui doit être appelé sur une mission, il est appelé. Enfin, c'est parce que si la personne avait été identifiée sur des sujets, notre outil est vraiment bien foutu. Ça fait 30 ans qu'on en change, qu'on évolue, qu'on raffine. Et aujourd'hui, je pense que la base de données UIM, on a peut-être les concurrents probablement aussi, mais on a vraiment un truc assez puissant pour être certain de trouver la bonne personne sur le bon sujet. Ensuite, on fait des conneries. Il peut y avoir quelqu'un qui passe au travers des mailles, mais c'est quand même rare. Et donc, oui, on a 150 missions pour 8000 candidats. Effectivement, ça peut être déceptif, mais c'est pareil dans tous les cabinets. Et il y a une dimension de chance pour qu'on ait la bonne mission pour la bonne personne au moment où cette personne est disponible. Et je vous mentirais en disant qu'on a plus de levier que ça. Florent, j'ai 2 questions rituelles que je pose à chaque fois, l'une technique et l'autre financière. La première technique, c'est quelle formule simple utilises-tu pour transformer un brut annuel en TJM ou en versement? Et la question financière, c'est quel est le coût d'intermédiation de IM? Quelle est votre rémunération? Alors, la première question, c'est quelqu'un qui a 120 000 sera vendu à 1200 et touchera 800. D'accord. C'est quelqu'un qui a 150 000 sera vendu 1500 et touchera 1000. Et si je le refais dans l'autre sens, il y a 220 jours dans l'année travaillés. D'accord, et on parlera de l'intermission si vous voulez. Mais il y a 220 jours travaillés dans l'année. Quelqu'un qui est vendu à 1000, enfin qui touche 1000 personnellement 220 jours de l'année, il facture 220 000 euros. Si on enlève les charges patronales, c'est-à-dire un tiers, on retombe sur 150 000 euros bruts. Est-ce que vous voulez que je la refasse ou... Mais retenez, 150 000 vendu 1500, prix pour le manager 1000. C'est toujours 2 tiers, 1 tiers. Sachant que dans l'autre sens, les 220 jours travaillés on facture rarement 220 jours enfin jamais d'ailleurs. Alors, bon point.
quand vous travaillez en management de transition, vous êtes sur la durée de la mission en base de temps plein. Donc, si vous travaillez une mission de 6 mois, pendant ces 6 mois-là, vous allez être rémunéré sur la base de ce que vous avez voulu, donc 120 000 euros, 150 000 euros. Donc, pendant ces 6 mois-là, vous allez gagner 150 000 euros en rythme annuel. Alors, certains disent oui, mais il y a de l'intermission. C'est vrai, mais alors mon conseil absolu, c'est de ne pas augmenter vos prix en vous disant je vais couvrir mon intermission sur mes prix, parce que dans ce cas-là, ce qui se passe juste, c'est que vous sortez du marché et vous avez encore moins de missions. Donc, le client s'attend à vous payer sur une base d'un salaire de 120 000 euros, 150 000 euros, 180, que sais-je, ou moins ou plus, pendant cette durée-là. Et si vous êtes tenté de faire passer vos risques d'intermission, c'est comme quand on va au ski et qu'on paye le forfait 500 euros la semaine, juste parce que la station ne tourne que 4 mois dans l'année, quoi, et qu'elle fait payer l'ensemble de ses coûts sur ces 4 pauvres mois. Et il y a un moment, on sort du marché, quoi. Donc, il faut éviter ça. Et la formule est celle que je vous ai dite, et la répartition management de transition manager est celle-là, c'est-à-dire globalement, c'est 2 tiers, 1 tiers. Je pense que je ne surprends personne. Je pense pas, non. Mais retenez, 1% du brut annuel égale ce qui est le prix auquel vous êtes vendu. C'est pas exactement vrai, mais c'est une bonne mal taillée. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas compris. 1% du prix, vous êtes payé 150 000 euros, vous serez vendu à la journée 1 500 euros. D'accord, ok. Et vous toucherez vous-même 1 000 euros. D'accord, ok. 1 pour 1. Et avec les 1 000 euros, vendus 220 euros dans l'année, vous gagnerez vos 150 000 euros. D'accord, c'est clair. Je ne sais pas si on vous a répondu de façon différente par d'autres cabinets, mais voilà, je pense que c'est partagé par tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne termine et qu'on ne conclue cette séance? Il est presque 20 h. Moi, j'ai une question, Guibert Antoine, j'ai une question. Est-ce que je sais que vous ne vouliez pas parler de Camembert, mais la part industrie dans les missions que vous capturez en ce moment, elle est toujours dans les 40-50% ou pas? Alors, en ce moment, ouais, globalement, ça ne diffère pas beaucoup. D'accord. Ouais. Mais industrie, ça veut pas. Un DRH dans l'industrie, ça reste dans l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que des postes de patron d'usine ou de patron des opérations ou de direction industrielle. D'accord. Les contours sont. Toute fonction d'industrie. Ouais. OK. Serge-Henri a levé la main aussi, il va nous poser une question. Oui, bonsoir. Le premier entretien se fait en ce moment avec les conditions sanitaires, se fait par visio, par téléphone, en physique? Par Teams, on pratique beaucoup et ça se passe plutôt pas mal. D'accord. Donc, en ce moment, il n'y a pas de rendez-vous dans les bureaux, quoi, clairement. C'est votre question. Okay. Merci. C'est dommage. C'est dommage, on préfère le café. Le café est plus sympa quand il est partagé à distance humaine, mais malheureusement, voilà. Est-ce que tu as une répartition géographique région parisienne, province? Je dirais 50-50. 50-50, d'accord. Discussion de comptoir, hein. Enfin, je n'ai pas la statistique. Oui, non, mais c'est globalement ça, ouais. Oui. En tout cas, je veux que vous reteniez vraiment que, certes, on ne sait pas forcément faire signe à tout le monde, mais on fait signe de façon la plus précise possible en fonction des besoins des clients. Et c'est pour ça qu'on a un entretien avec vous en amont, parce qu'on a besoin de vous connaître précisément pour être certain de vous placer sur les bonnes missions et que vous êtes notre ressource. Et donc, quand vous nous faites signe, quand on passe 1 heure avec vous au téléphone ou en Teams ou en réel, vous nous rendez service. Certes, ça prend du temps à tout le monde, mais c'est du temps bien investi parce qu'on a besoin de vous connaître pour faire du bon boulot en aval. Il y a Laurent Dubois qui quand même nous pose aussi 4 questions, mais on va en prendre 2, sauf qu'il est là. Ouais. Allez-y,
Laurent, les deux premières déjà sur… Est-ce que je vois, bon, quand je regarde des missions, justement, pour revenir, moi j'habite en Haute-Savoie, est-ce que vous êtes actif en Savoie, Haute-Savoie et Suisse? Parce que je vois beaucoup les missions, c'est souvent la région parisienne, l'Ouest, Lyon. Est-ce que les clients de Haute-Savoie nous font signe? C'est ça la question. Donc, on n'a pas énormément de missions dans le décolletage, si c'est votre question. Il y a le Jura aussi. Et puis sur la Suisse aussi, est-ce que vous êtes présent? Et sur la Suisse, on en a. Alors, on a beaucoup de relations avec des fonds d'investissement, des fonds de private equity, qui nous donnent des missions. Et là, on sait que ça nous emmène partout en Europe, partout dans le monde. EIM est présent partout dans le monde. Moi, j'ai fait des missions en Chine, au Japon, en Inde, en Turquie. On en fait partout. On en fait en Suisse naturellement, en Suisse alémanique. Dans ce cas-là, c'est via notre bureau de Munich. En Suisse francophone, c'est via nous. Voilà, et ça peut passer par les fonds, ça peut passer en direct. C'est vrai que naturellement, moi, je vais assez rarement dans la vallée de l'Ain pour aller faire du commerce, mais donc voilà, c'est aussi un peu lié à ça. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez des profils, c'est-à-dire des gens qui ont des expériences aussi bien business que RH, que supply chain? Je n'ai pas entendu votre question. Qu'est-ce que vous pensez de des profils hybrides? C'est-à-dire des gens qui ont c'est typiquement les entreprises anglo-saxonnes où on fait beaucoup de rôles dans des fonctions business, RH, supply, transformation. Il me semble que ça passe très mal en France. Non, ça peut passer très bien si typiquement quelqu'un qui a fait de la production et qui a fait 5 ans dans les RH et qui est retourné à la production, c'est vachement intéressant pour des missions de production ou alors pour des missions RH très industrielles. Donc, on peut, dans certains cas, être intéressé par de l'hybride parce que ça correspond bien à une problématique du client. Je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus, mais a priori, on n'a rien contre quel que soit le profil. On a besoin de trouver quand même des zones d'expertise. Donc, quelqu'un qui a fait un peu de tout, s'il n'a une d'expertise sur rien, on est quand même vachement embêté, quoi. La durée de l'expertise aussi. Voilà, non, mais il faut des expériences significatives qui nous permettent de dire s'il se remet là-dedans, sur ce sujet-là, il va partir lancer, il saura vraiment bien maîtriser le sujet. C'est le niveau de confiance qu'on a par rapport au profil de la personne par rapport au sujet donné. Sylvie Benoît a une question sur l'accompagnement de IM. Sylvie. Oui, merci. Oui, une question sur… moi, je suis majeure de transition depuis plusieurs années, donc j'ai enchaîné vraiment du samedi au lundi 4 missions, enfin, j'en suis à ma 4e mission, ouais. Et dans différents contextes et surtout il y a différents cabinets. Et l'accompagnement n'est pas toujours le même. Donc, quel est votre style d'accompagnement, pas au quotidien, mais entre, de vous avec le majeur de transition? C'est une bonne question parce que moi qui suis souvent en contact avec des managers de transition, je constate vraiment que le curseur, suivant le cabinet, est ou tout en bas ou tout en haut, quoi. Et donc, c'est vraiment un sujet important. Oui. Ah ben actuellement, je ne citerai personne, mais actuellement, c'est hardcore. Je me débrouille toute seule avec le client. Voilà, ça se passe bien, ça tombe bien. Si ça se passait mal, je serais un petit peu embêtée. Donc, vous, comment vous faites? Alors, je vais retourner le point en disant ça dépend aussi de l'attente que vous avez par rapport à ça. Nous, la règle, c'est que moi, je parle à tous mes managers tous les vendredis. Et je m'assure d'ailleurs de voir s'ils ont fait leur reporting, ou de voir ce qu'ils mettent dans leur reporting, etc. Donc moi, je leur parle tous les vendredis. Cela dit, il y en a qui vraiment, ça roule tellement bien que une fois qu'ils ont compris comment se passe la mission, se parler toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines peut coller, mais pas plus. Voilà, enfin, je vais peut-être reformuler ma question. Vous avez, j'imagine, un MVL, Minimum Variable Landscape, c'est-à-dire dans les grandes lignes, vous proposez quoi à votre client ou au manager de transition, quitte à l'adapter, bien sûr, et j'apprécie ce côté d'être adapté. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on s'assure du delivery. Encore une fois, dans le management de transition, c'est EIM qui signe avec un client la réalisation d'une prestation et qui se retourne vers un manager qui le met à disposition. Donc, c'est EIM qui se commit contractuellement pour réaliser une mission. Donc, moi, je veux m'assurer que EIM réalise sa mission via le manager, mais donc moi, je suis en permanence en train de m'assurer
que le client que la feuille de route est précise, qu'elle est écrite, qu'elle est précisée, qu'elle est suivie, qu'on est dans le bon rythme. Je parle au client. On sait des points, ce que je vous l'ai dit, tous les mois, on fait un point tripartite avec le manager et le client pour s'assurer que tout va bien. Parfois, ça dure 3 minutes, mais on veut que ça ait lieu. Parfois, ça dure une demi-heure ou 1 heure s'il y a des sujets à lever. Donc, nous, je veux dire, EIM met sa réputation vis-à-vis du client dès lors qu'on signe un objectif, quoi. Donc, ouais, moi, je suis soucieux de m'assurer que ça délivre. Je suis pas là, encore une fois, j'ai rien à apporter au DRH de relations sociales qui s'y connaît bien mieux que moi sur la fermeture d'une usine ou sur un livre 1 et livre 2. Mais par contre, moi, je suis là pour m'assurer que le client est informé de tout, qu'il est à l'aise avec ce que délivre le manager, que le manager a vu l'ensemble des sujets. Je pose des questions stupides pour essayer de voir si tout tient, etc. Voilà, et moi, c'est toutes les semaines avec les managers. Et encore une fois, quand une mission se passe à merveille et que tout roule, ça m'arrive d'appeler le manager toutes les 3 semaines, plutôt que toutes les semaines. Ouais. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si. Et j'ai une question complémentaire à ce que vous venez de dire, si je peux me permettre. En cas de changement de mission, je ne parle pas de changement radical de mission, mais quand même, le paysage est un petit peu différent de ce qui avait été annoncé, de ce qui avait été dealé. Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors déjà, on s'assure que ça arrive le moins souvent possible, et pour ça, on challenge beaucoup nos clients en amont. Mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, et moi j'ai eu le cas récemment, c'était tout bête, mais c'est le changement de paradigme parce que la personne qui a recruté ma manager s'est fait virer 15 jours après parce que finalement l'actionnaire avait d'autres visions. Et ma manager a souffert, c'était un directeur juridique, elle a souffert pendant les 6 mois de mission. Et parce que c'était pas le même style. Elle était super adaptée au premier dirigeant qui s'est fait virer et c'était pas le même style. Et dans ce cas-là, j'ai passé beaucoup de temps avec la manager à évacuer le côté émotionnel de la chose, à la conseiller, etc. On a passé des heures au carré au téléphone, mais ça fait partie aussi de mon boulot pour m'assurer que ce qui doit être délivré c'est un peu du damage control dans certains cas. Mais c'est assez rare. Honnêtement, j'ai en 4 ans et demi de management de transition, j'ai dû avoir 3 missions comme ça où le paradigme avait complètement changé et c'était un peu sport. Et j'ai eu 2 missions, pour revenir à mon premier point, où le manager me disait j'ai fait mon reporting, pas de problème. Et quand je demandais de l'envoyer, il dit oui, mais le client me dit que c'est confidentiel, qu'il ne veut pas trop, et ça. En fait, j'ai réalisé 2 mois après qu'il n'y avait pas de reporting et en fait que l'effet tunnel faisait que le client était finalement assez mécontent. Et comme je n'avais pas réussi à l'avoir en reporting mensuel le premier mois, en fait, ce n'est qu'au bout de 2 mois que j'ai réalisé toute cette espèce de mascarade et que finalement, ça avait créé un badwill de la part du client et que c'est une erreur. Il faut faire des erreurs pour progresser et là, ça m'a servi de leçon, quoi. Ok, merci. On va terminer là, si vous voulez bien, à moins qu'il y ait une question urgente, inassouvie, qui émerge au dernier moment. Mais peut-être avant de conclure, Florent, comment tu vois, hormis la situation de crise qu'on vit actuellement, mais comment tu vois l'avenir de ce métier de manager de transition? Moi, je suis très optimiste parce que je considère qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas ce qu'est le management de transition que c'est autant de personnes à conquérir. Pour moi, il y a une grande prairie verte devant nous. Il y a des années de progression de ce métier-là qui prend le pas sur une forme de conseil, qui prend du pas sur une forme de recrutement, qui crée de nouvelles belles envies, etc. Mais on est encore dans un marché d'offres. Donc, il y a beaucoup de boulot pour faire connaître ce métier. François, tu y participes avec ton site et vous tous y participez en parlant autour de vous. Mais je pense qu'on a de très belles années devant nous. Ok, écoute, merci pour ces mots qui sont presque des mots de conclusion. On va se quitter dans quelques instants. Je voudrais simplement, avant qu'on parte tous, vous mettre à l'écran le sondage que j'aimerais que vous renseigniez
en cliquant sur le lien que je vais mettre dans le chat. Il est là. Hop, et je vais le repartager l'écran. Mais vous pouvez donc... je l'ai perdu. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Bon, Ouais. il y avait aussi un QR code qui était accessible. Mais donc, dans le chat, vous pouvez cliquer sur ce lien et nous mettre ce que vous avez pensé de cette soirée, nous mettre ce que vous pensez qu'il faut améliorer. Nous en sommes à la 3e, après avoir reçu Valtus il y a 1 mois et Nîmes Europe il y a 2 semaines. Eh bien, c'était l'opportunité avec Florent d'échanger avec EIM. Merci encore Florent, merci Thierry. J'ai vu que Guillemette était présente également. Merci à vous tous. On a mis en ligne tout à l'heure, Florent, j'ai mis en ligne ton adresse mail que tu donnais oralement pour que ceux qui ne sont pas référencés chez EIM le fassent. En 2 mots, d'ailleurs, comment faut-il faire? C'était aussi une des questions. Il faut aller sur le site. Il y a une adresse. En fait, le mieux, c'est d'aller sur le site. Il y a un formulaire d'enregistrement pour juste donner votre nom et charger votre CV. Ça vous fait rentrer dans un process qui fait que très rapidement après, vous êtes contacté par un associé pour un entretien. Ou sinon, ça peut passer en direct par mois, mais la plupart du temps, c'est aussi, je vous demanderai dans ce cas-là, souvent de revenir dans la moulinette du site où je prendrai contact avec vous directement. Les deux vont bien et en tout cas, si jamais vous, comme Monsieur Haley, si vous n'êtes pas contacté suite à ça, venez vous fâcher auprès de moi. C'est qu'il y a un trou dans le tuyau et c'est important de le savoir où le réparer. Très bien. Mais écoute, merci à toi, merci à Thierry aussi pour vos interventions tous les deux, à votre franchise, votre franc-parler sans langue de bois. C'est aussi ça qu'on cherche au cours de ces échanges. Nous recevrons dans 2 semaines, le 26 avril, Carole Beaujard et Éric Audouin de Delville, donc une autre MT qui prend de la place sur le marché. Le sujet là sera quel profil pour quels enjeux aujourd'hui et demain. Voilà, puis ce sera une thématique abordée par ces 2 personnes et le flot des questions-réponses évidemment. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je suis ravi de fédérer autant de monde. Je suis impressionné, 84 personnes en spot, mais une centaine j'ai vu tout au long de la soirée. Merci à tout le monde. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker le post que je mettrai ce soir sur LinkedIn et puis à vous abonner à la page du Cercle, bien sûr, et puis à parler du Cercle autour de vous. C'est la meilleure façon que vous pourriez avoir de donner de la suite à ce genre d'événement. Voilà, merci Florent. Merci. Un grand merci à toi et merci à Thierry également. Bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonsoir à tous. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Guillemette. Au revoir, Il y a eu ta François. caméra sur la fin, mais non, enfin. Non, j'étais là depuis le début, mais on n'allait pas parler à 3, donc voilà. Au revoir, bonne Tu as mis ta soirée. caméra au début, si je ne me trompe pas. Ouais. Au revoir. Ciao, bye. Ça va. Faut qu'on se revoie, Guillemette, d'ailleurs. Avec plaisir, François. Allez. Ça fait fort longtemps. Exact, 2 ans, je Je le pense. retrouvais, ça fait 2000, c'était en 2017. Ah, dis donc. Voilà. À très bientôt alors. Ça marche. Au revoir. Allez, au revoir.